Merci Madame la Présidente. Alors si nous nous sommes mis à 3 pour donner cette conférence, c'est pas pour nous rendre la tâche 3 fois plus facile, ni pour faire 3 conférences de 3 quarts d'heure chacune. C'est parce que le sujet abordé est pluridisciplinaire. Il est d'ailleurs si vaste que nous ne pourrons que l'effleurer. Alors tout d'abord, les fondements physiques de l'ordinateur quantique. La mécanique classique décrit le mouvement des objets à l'échelle du visible, qui va des petits objets jusqu'aux planètes, aux étoiles, aux galaxies. Les lois en sont bien connues. C'est l'attraction universelle, c'est l'électromagnétisme. Et ainsi, nous baignons dans la mécanique de Newton. Les objets microscopiques, c'est-à-dire les particules élémentaires, les atomes, les molécules, n'obéissent pas aux lois de la mécanique classique. Elles obéissent aux lois de la mécanique quantique. Cette théorie est bien étrange et elle a débouché sur ce qu'on appelle la première révolution quantique, c'est-à-dire une multitude d'applications à tel point que sans le savoir, nous baignons dans un monde quantique. Voilà quelques applications. Les satellites, le GPS, c'est de la mécanique quantique. Les ordinateurs, c'est évidemment de la mécanique quantique. Nos machines à laver, tout ce qui contient l'électronique. L'électronique est faite à base de semi-conducteurs qui ne fonctionneraient pas sans la mécanique quantique. Les cellules solaires, les lampes, les diodes électroluminescentes qui éclairent nos rues, les lasers, nos portables, nos téléviseurs, nos voitures. Ça, c'est une Bugatti qui est bourrée d'électronique. Je pense qu'il n'y a que les 2 chevaux qui n'est pas bourré d'électronique. Les objets... Bon. Alors, l'ordinateur classique utilise, lui, un langage binaire constitué de bits pouvant prendre seulement l'une ou l'autre des 2 valeurs, 0 ou 1. Le courant passe ou il ne passe pas. Eh bien, vers l'an 1600 déjà, était annoncé l'ordinateur classique, puisque Shakespeare, dans un éclair de génie prémonitoire, avait fait dire au prince Hamlet « To be or not to be, that is the question ». Le fonctionnement de l'ordinateur quantique dont nous allons parler se fonde essentiellement sur 3 propriétés spécifiques à la mécanique quantique que nous avons bien du mal à appréhender, même sur le plan conceptuel. Le qubit, l'intrication et la décohérence. Le qubit d'abord. Comme le bit classique, le bit quantique appelé le qubit peut se trouver dans l'un des 2 états 0 ou 1, noté ici à l'intérieur de cette espèce de flèche qu'on appelle des quêtes, l'état 0 ou l'état 1. Mais il peut aussi se trouver dans n'importe quelle combinaison alpha fois 0 plus bêta fois 1, où alpha et bêta sont des nombres complexes. Ainsi, un qubit se trouve en partie dans l'état 0, dans la proportion carré du module du alpha, et en partie dans l'état 1, en proportion carré du module de bêta. C'est-à-dire qu'il se trouve à la fois dans les 2 états, 0 et 1. Il est dans les 2 états, c'est-à-dire que si Shakespeare revenait de nos jours, il ferait dire à Hamlet « to be and not to be ». Toute particule quantique, l'électron, l'atome, les photons, etc., est un qubit. Pour comprendre le fonctionnement du qubit, je vais prendre l'exemple de la lumière. On sait que la lumière est constituée par un flot de particules appelées photons, qui se déplace à la vitesse de la lumière. Alors considérons par exemple un faisceau de lumière polarisé. La polarisation de la lumière, c'est bien connu, elle est utilisée par les photographes, qui savent que la lumière du ciel est partiellement polarisée. En faisant tourner un filtre spécial appelé polariseur, ils assombrissent plus ou moins la lumière du ciel, car une partie plus ou moins grande de la lumière, c'est-à-dire
un nombre plus ou moins grand de photons traverse le filtre. Et la lumière qui a traversé le filtre est polarisée dans la direction de polarisation du filtre. Chaque photon est un qubit. Si la polarisation est verticale, nous dirons que le photon est dans l'état 1. Si la polarisation est horizontale, nous dirons que le photon est dans l'état 0. Alors voici un schéma expérimental où une source lumineuse émet de la lumière. Et cette lumière traverse un polariseur qui, comme l'indique la flèche blanche, est en polarisation verticale. Toute la lumière que le traverse est polarisée verticalement, elle est donc dans l'état 1. Et on l'a fait intercepter, cette lumière, par un analyseur qui lui aussi est en polarisation verticale. Moyennant quoi, toute la lumière qui arrive à l'analyseur le traverse et va éclairer un écran. Si maintenant le polariseur est horizontal, la lumière qui traverse le polariseur est horizontale, elle est dans l'état 0. Comme l'analyseur qui le suit est vertical, il intercepte toute la lumière. Plus aucune lumière traverse l'analyseur, l'écran est obscur. Mais le cas le plus intéressant, c'est celui où le polariseur n'est ni vertical ni horizontal. Alors ici, j'ai pris l'exemple du polariseur à 45 degrés. Ben, ça veut dire que toute la lumière qui traverse ce polariseur est à moitié dans l'état 0, à moitié dans l'état 1. Les coefficients alpha et bêta de tout à l'heure, c'est 1 sur racine de 2. La probabilité qu'il soit dans l'état 0, c'est alpha carré, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 au carré, c'est-à-dire 1 demi. La probabilité qu'il soit dans l'état 1, c'est 1 demi. Quel est le résultat? Bien, c'est que seulement la moitié de cette lumière traverse l'analyseur et va éclairer l'écran. La moitié de la lumière. Alors la lumière, c'est un flot de particules, un flot de photons, c'est-à-dire des milliards et des milliards de photons. Imaginons qu'au lieu d'avoir des milliards et des milliards de photons, on envoie un seul photon. Aujourd'hui, on essaie de faire, depuis une quinzaine d'années. Mais si on envoie un seul photon, qu'est-ce qui se passe? Ce photon risque de traverser l'analyseur ou pas? Il a une chance sur 2 de traverser l'analyseur. Peut-être qu'il traverse. Il va percuter l'écran. On envoie un photon, deuxième photon, peut-être qu'il traverse aussi. On envoie un troisième photon, peut-être qu'il ne traverse pas. Il ne va pas percuter l'écran. Un photon sur 2 va percuter l'écran. Ce qui fait que quand on a un flux, le flux est divisé par 2. Alors, cette dernière expérience nous montre un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'il est possible de préparer un qubit, ici le photon, dans un état qu'on veut. On l'a préparé tout à l'heure dans l'état 1, dans l'état 0, maintenant il est préparé dans l'état à moitié 1, à moitié 0. Il suffit de faire tourner le polariseur pour préparer le qubit dans l'état qu'on veut, compris entre 0 et 1. Bien, c'est cette propriété du qubit de se trouver à la fois dans les états 0 et 1 qui fait la puissance attendue de l'ordinateur quantique. Par exemple, si on veut rechercher un livre dans une bibliothèque, je schématise, avec un ordinateur classique, l'ordinateur classique va comparer successivement le titre de chaque livre au titre recherché. L'ordinateur quantique, lui, va examiner plusieurs livres à la fois et pas successivement. D'où un gain de temps considérable de l'ordinateur quantique par rapport à l'ordinateur classique. Deuxième propriété. Toute mesure effectuée sur un qubit modifie son état. Quand la lumière a traversé le polariseur, elle devient polarisée dans la direction du polariseur.
Donc après la mesure, le qubit devient un bit classique. Alors voilà deux conséquences. Par exemple, en cryptographie, bien vous envoyez à quelqu'un, un destinataire, un honorable correspondant, un message. Et voilà que le message est intercepté par un espion qui prend le message, qui le copie et qui renvoie le message original à son destinataire. Ni vu ni connu, le message a été intercepté. Si c'est un message classique, le destinataire ne s'aperçoit pas que le message a été intercepté. Mais si c'est un message quantique, c'est-à-dire des qubits, le simple fait de lire le qubit par l'espion modifie le message. Donc le destinataire s'aperçoit que le message a été intercepté et s'aperçoit qu'il a été espionné. Donc l'ordinateur quantique peut être utilisé pour la sécurité dans la cryptographie. Deuxième exemple. L'ordinateur quantique, bien souvent, vous voulez regarder des résultats intermédiaires dans un programme. Ou bien, si le programme ne marche pas, vous faites des tests intermédiaires pour savoir à quelle étape il s'est planté. Mais avec un ordinateur classique, c'est simple. Vous regardez un résultat intermédiaire et le programme continue à circuler, à faire son affaire. L'ordinateur quantique, si vous prenez un qubit et que vous cherchez dans quel état il est, vous le modifiez simplement par le fait de la mesure. Et si vous le modifiez, toute la suite du programme est modifiée. Donc, vous ne pouvez pas tester les étapes intermédiaires de l'ordinateur quantique. Sauf si vous le faites exécuter votre programme par un circuit principal, plus des circuits annexes, des circuits secondaires, des circuits redondants. À ce moment-là, vous pouvez tester les circuits redondants. Et vous laissez les circuits principaux continuer son programme. Troisième conséquence. L'émergence du photon de l'analyseur est un phénomène totalement aléatoire, structurellement aléatoire. Pas aléatoire parce que vous n'êtes pas capable de regarder ce qui se passe, mais structurellement aléatoire. C'est impossible de savoir si le photon qui traverse l'analyseur passe ou ne passe pas. Donc, votre photon qui arrive dans la combinaison d'états 0 et 1, une fois mesuré, ou bien il est dans l'état 0, ou bien il est dans l'état 1. Ça veut dire que le résultat donné par un ordinateur quantique revêt un caractère probabiliste, alors que le résultat donné par un ordinateur classique revêt un caractère certain. Donc l'ordinateur quantique ne vous donne pas un résultat certain. Deuxième point, l'intrication. Alors un ordinateur, c'est un appareil qui permet de traiter des données et d'exécuter un programme. Il faut donc transformer des qubits, c'est-à-dire les relier des qubits les uns aux autres, et cette opération s'appelle l'intrication. Alors imaginez que vous ayez deux disques métalliques. Ces deux disques séparés, vous pouvez les manipuler, en faire ce que vous voulez. Si maintenant vous les reliez par une barre, c'est plus deux disques, c'est un alter, c'est-à-dire un système totalement différent, qui fait que si vous tournez un des disques, l'autre disque tourne en même temps, et immédiatement. Et bien lorsque deux qubits sont intriqués, ils ne constituent plus deux systèmes indépendants, ils constituent un système unique qui possède deux propriétés. Premièrement, toute action sur l'un des deux qubits modifie l'autre qubit, comme pour notre alter. Deuxièmement, cette modification est instantanée, c'est-à-dire qu'elle intervient même si les deux qubits sont séparés par une longue distance, elle intervient dans un temps très inférieur au temps que la lumière met pour aller d'un qubit à l'autre. Alors ça ne plaisait pas du tout à Einstein, qui n'admettait pas cette instantanéité en disant « on ne peut pas aller plus vite que la lumière ».
Au contraire, Niels Bohr de l'école de Copenhague disait que c'était possible. Mais ils ont discuté pendant toute leur vie sans avoir ni raison ni l'un ni l'autre. Leur débat a été tranché par les expériences réalisées en 1982 par Alain Aspect, qui a démontré expérimentalement la réalité de l'intrication, qui a obtenu pour ça le prix Nobel en 2022. Avec cette expérience a débuté ce qu'on appelle la seconde révolution quantique, qui se déroule actuellement et dont l'ordinateur quantique est l'un des enjeux. La décohérence. La décohérence, c'est un processus selon lequel les particules ou les systèmes quantiques peuvent évoluer ou se modifier de façon incontrôlée. Quelle sorte de modification? Ou bien des modifications de l'état d'un qubit, ou bien la destruction d'une intrication, c'est-à-dire d'une relation entre des qubits. Qu'est-ce qui peut produire cette modification? Tout événement extérieur, tout contact extérieur. Ça peut être des vibrations acoustiques, un champ électromagnétique et surtout le contact thermique. Pour qu'un ordinateur quantique fonctionne, il faut que les qubits conservent leurs propriétés quantiques tout le temps du calcul. Or, la moindre interaction avec l'environnement détruit les propriétés quantiques du système. Et ça, c'est d'autant plus vrai que le nombre de qubits est plus grand. Et donc, une des difficultés de l'ordinateur quantique est qu'on veut contrôler des qubits tout en évitant tout contact avec l'extérieur. Pour terminer cette partie de physique fondamentale, je voudrais dire que la France est bien placée pour son expertise dans le domaine du quantique. Depuis la création du prix Nobel en 1901, 18 Françaises et Français ont obtenu le prix Nobel de physique. Parmi eux, 7 dans le domaine de la mécanique quantique. Sur ces 7, 4, repérés ici par un point rouge, sont impliqués directement dans les fondements de l'ordinateur quantique. Les dates qu'ils ont impliquées ne sont pas celles des découvertes, mais celles à laquelle ils ont obtenu les prix Nobel. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Michel Chen, qui va vous parler des algorithmes quantiques. Pour éviter de prendre trop de temps, je vais lire mon texte, j'en suis désolé. Je n'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais sinon, ce n'est pas un quart d'heure qu'il aurait fallu, mais beaucoup d'heures. Pourquoi des ordinateurs quantiques? Pour faire des calculs utilisant moins de ressources que ceux nécessités par des ordinateurs classiques. Les ressources essentielles en informatique, qu'elles soient classiques ou quantiques, sont le temps du calcul, l'espace, c'est-à-dire la mémoire nécessaire pour les données du calcul, l'aléatoire, pour appliquer des méthodes comme les méthodes de Monte-Carlo, et aussi, bien sûr, la consommation d'énergie. La ressource qui a justifié le développement de l'informatique quantique est celle du temps, l'espoir étant de faire en un temps raisonnable des calculs impossibles aujourd'hui car nécessitant un temps considérable, voire des milliers d'années, sur les ordinateurs les plus puissants. Tous ces calculs sont-ils nécessaires? A-t-on vraiment besoin de développer des nouveaux outils de calcul? C'est une question économique, sociale, politique, philosophique que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Nous ne considérons que des questions exclusivement scientifiques, ce qui est bien reposant dans notre nouveau monde plein de bruit et de fureur. Pour introduire simplement quelques notions concernant la complexité informatique, nous allons commencer par considérer un problème que vous connaissez tous, la multiplication de deux nombres entiers positifs tels que nous l'avons appris à l'école primaire. On fait appel à l'informatique lorsqu'on a un problème à résoudre qui nécessite des calculs que l'on ne peut pas faire à la main. Par exemple, faire des milliards de multiplications de deux nombres entiers très très grands, et ceci rapidement et sans faire d'erreur. Avant de programmer, il faut savoir si l'objectif final, qui est de construire un programme qui ne prenne pas trop de temps, est réalisable. Une première étape est de considérer la complexité de l'algorithme que l'on envisage de programmer, et s'il y en a plusieurs, il faut déterminer lequel choisir. Nous reviendrons sur cette trilogie problème, algorithme, programme. Le temps d'exécution d'un programme est très contextuel. Il dépend du système que l'on utilise et aussi du programmeur. Alors on remplace le temps par un nombre d'opérations, par un nombre d'instructions de l'algorithme que l'on veut programmer. Pour être tranquille, on s'intéresse au plus mauvais cas
et aux problèmes de grande taille. Cette évaluation, dite asymptotique dans le plus mauvais cas, permet aussi de comparer plusieurs algorithmes. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire pour évaluer la complexité d'un programme. L'algorithme que l'on a appris à l'école est-il un bon candidat ? Quelle est sa complexité au sens que je viens de définir très rapidement ? Cet algorithme nécessite de multiplier tous les chiffres du multiplicand, de la droite vers la gauche, successivement par tous les chiffres du multiplicateur. Donc n que multiplie n au carré multiplication, dans le plus mauvais cas, lorsque les deux nombres ont n chiffres. Comme on se place dans les plus mauvais cas, on ne tient pas compte de cas particuliers. Multiplier par une puissance de 10, par exemple, est très rapide, puisque ça ne nécessite que des décalages. En plus des n au carré multiplication, il fait aussi faire des additions, des décalages, qui prennent moins de temps que la multiplication. Une expression précise du nombre d'instructions serait un polynôme du second degré en n, la taille du problème, le nombre de chiffres du plus grand nombre. Comme on ne considère que les cas où cette taille n est grande, cette première analyse, certes grossière, mais nécessaire, s'exprime en disant que la complexité de l'algorithme de multiplication de l'école primaire en France est en grand O de n au carré. Je ne vous donnerai pas de définition précise de grand O de f de n. Il existe des algorithmes de multiplication ayant une bien meilleure complexité, au sens que je viens de définir, que la multiplication classique. Par exemple, l'algorithme de Schönage-Strassen, alors c'est un peu barbare comme notation, c'est un algorithme qui nécessite, dans le plus mauvais cas, et lorsque n est très grand, n que multiplie logarithme de n, que multiplie logarithme de n, opération, instruction. Donc, et puis un algorithme plus récent de Harvey van der Hoeven qui se fait en O de n que multiplie logarithme de n. On conjecture, c'est-à-dire la plupart des algorithmiciens considèrent que la meilleure complexité d'un algorithme pour faire la multiplication de deux entiers est précisément O de n que multiplie log de n. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut immédiatement programmer cet algorithme, car le résultat n'est pertinent que lorsque n est très 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 grand, c'est-à-dire lorsqu'il est supérieur à 2 à la puissance 1729 à la puissance 12. Il existe des problèmes qui n'ont pas de solution algorithmique. C'est-à-dire qu'il existe des fonctions qu'on ne peut pas calculer par une machine physique. La thèse de Church-Turing dit que tous les modèles effectifs de calcul calculent les mêmes fonctions. Cette thèse est robuste, car depuis bientôt 100 ans, des centaines de modèles ont été construits et aucun n'affirme cette thèse. Cette thèse reste valable en informatique quantique, car on peut simuler un ordinateur quantique par un ordinateur classique, même si cela peut prendre un temps absolument considérable. La thèse quantitative, beaucoup plus récente, et qui n'est due ni à Church ni à Turing, dit que tous ces modèles physiques sont équivalents, au sens où ils peuvent être simulés entre eux efficacement, efficacement voulant dire en un temps polynomial et pas exponentiel. Cette thèse quantitative, malencontreusement attribuée à Church et Turing, est infirmée par le calcul quantique. Comme les problèmes qui nous intéressent concernent des données de grande taille, je vais très rapidement rappeler quelques notions et notations, en particulier l'exponentiation. Commençons par les puissances de 10. 10 que multiplie 10 se nomme 10 au carré, 10 que multiplie 10 que multiplie 10 se nomme 10 au cube, etc. Et 10 à la puissance n est égal à 1 suivi de n0. Passons aux puissances de 2, le 2 étant inévitable puisqu'on parle ici d'informatique. Donc, un nombre important, c'est 2 puissance 10 qui est égal à 1024, c'est-à-dire que c'est un nombre très proche de 10 puissance 3, ce qui permet de faire des comparaisons entre les puissances de 2 et les puissances de 10. Voici un tableau qui permet de comparer les différentes fonctions, les fonctions les plus fréquentes lorsqu'on fait des algorithmes, lorsqu'on fait de l'analyse de la complexité des algorithmes. Donc vous avez n dans la deuxième colonne, logarithme de n dans la première colonne, n au carré dans la troisième, 2 puissance n dans la quatrième. Alors logarithme de n, je ne le redéfinis pas, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Pour 10 puissance 6, le logarithme c'est 6. Donc si vous avez 1 million d'opérateurs à faire, lorsque c'est n, lorsque c'est n au carré comme la multiplication, 1 suivi de 12 zéros, si vous avez un algorithme en logarithme de n, il suffira de faire 6 opérations.
Donc, voilà la différence dans les différents algorithmes que j'ai présentés, O de N2 le classique, O de N log de N, log de N, l'algorithme de Strassen, et O de N log de N. Apparemment, aujourd'hui, tout le monde pense que c'est le meilleur résultat. C'est donc, ça serait la complexité du problème. Pour faire une référence avec des nombres d'objets que l'on connaît, donc fréquents, le nombre d'atomes du corps humain est d'environ 7 fois 10 puissance 27, un suivi de 27 zéros. Le nombre d'atomes de l'univers connu est de 10 puissance 80. Regardez, faites la comparaison avec, par exemple, lorsque n est égal à 1 million, 10 puissance 6, à quoi correspond 2 puissance n. C'est 10 à la puissance 100 000. Un qubit. Je reviens maintenant donc aux qubits. Nous avons vu que les qubits, dans le premier exposé, étaient construits à partir des deux états quantiques de base qu'on appelle quête 0 et quête 1. Le 0, avec ses symboles un peu bizarres, bracket, c'est une notation qui vient de Dirac, on le lit quête 0 et quête 2. Un qubit est une superposition des deux états de base qui sont dits normés lorsque la somme des carrés de leur module est égale à 1. La mesure d'un 1 qubit est un bit classique. Je redis tout ce qu'a exposé tout à l'heure Jean-Pierre Nougier. C'est soit 0 avec la probabilité A au carré, soit 1 avec la probabilité B au carré. Donc on peut dire que la superposition de deux qubits, ce n'est pas tellement que les deux qubits sont ensemble, c'est qu'on ne sait pas quelle est la valeur. La valeur est indéterminée. La valeur, c'est soit 0, soit 1. On ne sait pas quelle est la valeur. De même qu'un calcul sur un ordinateur classique revient à transformer des bits en utilisant des portes logiques, un calcul sur un ordinateur quantique revient à transformer des bits quantiques à l'aide de portes quantiques. Par exemple, la porte quantique que l'on nomme grand X est la porte qui inverse quête 0 et quête de 1. Si vous rentrez 0 dans cette porte, ça vous sort 1. Si vous rentrez 1, ça vous sort 0. C'est l'équivalent de la négation. C'est l'équivalent de la porte logique de négation. Une porte quantique très importante est la porte de Hadamard. Alors cette notation peut sembler barbare à cause des parenthèses, à cause des quêtes, etc. Mais en fait, elle est assez simple. On l'a vu tout à l'heure dans la partie, au moins la partie pour la porte de Hadamard, le résultat lorsqu'on l'applique sur quête 0, c'est 1 sur racine de 2, 0, plus 1 sur racine de 2, 1. Et donc, une porte de Hadamard transforme donc quête 0 et quête de 1 à peu près de la même façon. La différence fondamentale, c'est le moins qui apparaît lorsqu'on transforme par cette porte quête de 1. Et le résultat vraiment important, c'est que ces deux qubits qui sont différents, l'un a un plus, l'autre a un moins, ces deux qubits différents ont les mêmes mesures. Les mesures sont soit 0, soit 1, avec les probabilités 1,5. Dans un circuit quantique, on représente la mesure du circuit par le symbole d'un compteur. Donc si vous rentrez 0 ou 1 dans la porte de Hadamard, dans ce circuit quantique, si vous mesurez ensuite que vous ayez rentré soit 0, soit 1, vous obtenez le même résultat. Soit 0 avec la probabilité 1,5, soit 1 avec la probabilité 1,5. Résultat, si vous mettez donc... non, excusez-moi, je vais d'abord vous montrer un autre circuit quantique composé cette fois-ci de deux portes mises en série. Si vous mettez deux portes de Hadamard, celle qu'on vient de voir, c'est facile de faire la vérification. Si vous mettez deux portes de Hadamard en série, si vous rentrez 0, il sort 0. Si vous rentrez 1, il sort 1. Ce qui veut dire que si vous rentrez un nombre quelconque pair de portes de Hadamard, l'entrée ne sera pas changée. Par contre, on vient de voir que si vous mettez une porte de Hadamard, donc un nombre impair, vous changez l'entrée, vous obtenez 0 avec la probabilité 1,5 ou 1 avec la probabilité 1,5. Premier résultat fondamental de l'algorithmique quantique, avec des portes de Hadamard, on peut construire une vraie suite aléatoire de bits, et pas une suite pseudo-aléatoire de bits. C'est réellement ce que nous a dit tout à l'heure Jean-Pierre Nougier. Les probabilités sont intrinsèques à la physique quantique. Donc, vous avez soit 0, soit 1 avec la probabilité 1,5. Ce qui permet de mettre en œuvre les méthodes de Monte-Carlo, qui sont très importantes pour la simulation probabiliste en physique des particules, pour l'optimisation, pour l'intégration, etc.
Richard Feynman, prix Nobel de physique en 1965 pour ses travaux en électrodynamique quantique, avait introduit et posé les premières questions concernant le calcul quantique en 1982 lors du premier congrès Computation and Physics. Il suggérait qu'un ordinateur manipulant l'information en suivant les règles de la mécanique quantique pourrait résoudre des problèmes inaccessibles par des ordinateurs classiques. C'était vraiment le début de l'aventure du calcul quantique. Dès 1985, David Deutsch introduisit la machine de Turing quantique et montra la magie du quantique en construisant un algorithme quantique faisant appel une seule fois à un oracle, alors que sans le quantique, il fallait 2 appels. Ensuite, tout alla très vite. Ce fut la machine de Turing quantique universelle et la preuve qu'un ordinateur quantique pouvait être exponentiellement plus rapide qu'un ordinateur classique. Enfin, tout alla très vite, du moins sur le plan théorique. Quelles sont les opérations de base, les opérations d'addition et des multiplications de qubits? L'addition est très simple. En additionnant les expressions linéaires des qubits, et puis on fait l'addition et on normalise pour avoir des qubits normés. Par contre, la multiplication de qubits ne correspond pas du tout, comme pour les nombres, à une itération d'addition. En multipliant 2 qubits, on obtient ce qu'on appelle un 2 qubits, qui est la superposition de 4 états quantiques. Les états 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, correspondant aux 4 mots binaires de longueur 2. Et la mesure d'un 2 qubits normé est un mot binaire avec pour probabilité les carrés des coefficients, les carrés des modules des coefficients, puisque ce sont des nombres complexes. Voici un circuit quantique qui réalise la superposition uniforme de 0, 0 et de 1, 1, qui correspond, je ne vais pas vous détailler comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué, hein, on applique les règles, ça correspond à l'altère vue précédemment. Mais au lieu d'avoir une altère avec les 2 disques verticaux, vous les mettez à plat, vous les reliez par une tige, ce sont 2 pièces de monnaie avec, par exemple, le pile en dessous, le face au-dessus. Si vous les jetez, vous avez soit 0, 0, soit 1. Les deux sont reliés, c'est l'intrication qu'on a vue des qubits tout à l'heure. Ce circuit réalise précisément l'intrication. Alors là, la notation, c'est une notation vectorielle de 0, 0, du qubit 0.0. Là, c'est la représentation donc, du qubit. C'est une représentation vectorielle parce qu'on peut représenter le qubit 0 par un vecteur de dimension 2, le vecteur 1, 0, le qubit 1 par un vecteur 0, 1, et puis on fait des opérations sur les vecteurs. C'est de l'algèbre linéaire classique. Ici, le signe multiplié dans un cercle représente le circuit tensoriel, et là, le plus représente un circuit quantique particulier qu'on appelle le CNOD. C'est le si alors sinon de l'informatique classique. Pour voir ce que ça signifie, la multiplication de 2 qubits, le fait que lorsqu'on considère 2 qubits, au lieu d'avoir superposition de 2 états, on a une superposition de 4 états. Lorsque vous en avez 10, vous passez à 2 puissance 10, c'est-à-dire à 1000. Lorsque vous avez 100, vous passez à 2 puissance 100, c'est-à-dire à 10 puissance 30, 1 suivi de 30 zéros. Si vous avez 1000 qubits, pensez à 1000 bits, c'est tout petit, c'est vraiment pour les ordinateurs classiques. Là, vous obtenez une superposition de 2 à la puissance 1000, c'est-à-dire 10 à la puissance 301. 1 suivi de 301 0. Donc, 2 puissance 1000, c'est un nombre qui est assez grand. Pour vous montrer ce à quoi ça correspond, voilà à quoi ça correspond 2 puissance 10. C'est un nombre plutôt grand. Donc on voit immédiatement les possibilités de l'ordinateur quantique si on arrive effectivement à les construire. 2 algorithmes quantiques qui ont marqué l'histoire de l'algorithmique quantique est celui de Love-Grover, dont a parlé tout à l'heure Jean-Pierre Nougier, pour trouver un élément donné dans un ensemble non ordonné de n éléments, et la complexité étant racine de n, racine carrée de n, au lieu de n, au lieu de 1 million d'opérations, il suffit d'en faire 1000. Et récemment, on a prouvé que cet algorithme était optimal. Et surtout, l'algorithme le plus important, trouvé avant, c'est l'algorithme de Shor pour factoriser un entier. Lorsque vous avez un entier, trouvez un multiplicateur et un multiplicande dont la multiplication réalise précisément cet entier, en particulier lorsqu'on s'intéresse et on cherche à le faire lorsqu'on s'intéresse à des nombres
premiers, que les facteurs soient des nombres premiers. Les meilleurs algorithmes actuels sur des ordinateurs classiques permettent de factoriser des entiers jusqu'à 250 chiffres. Les calculs se font sur des centaines d'ordinateurs en parallèle et prennent plusieurs semaines, alors que la recommandation minimale pour la longueur d'une clé sûre est de 600 chiffres et que la complexité de ces algorithmes de factorisation augmente de manière exponentielle avec le nombre de bits. Donc vous voyez que l'algorithme de Shor démontre, du moins théoriquement, l'avantage des ordinateurs quantiques, car il permet de factoriser rapidement des grands entiers. Depuis 1994, donc, de très nombreux algorithmes quantiques ont été construits. Toutes les grandes entreprises du numérique construisent ou ont construit des bibliothèques d'algorithmes quantiques pour des problèmes réels de simulation ou d'optimisation. L'art du programmeur quantique consiste en la réalisation des 3 étapes suivantes. Donc, la création d'un n qubit par superposition, décrivant toutes les solutions potentielles, le calcul de toutes ces solutions potentielles, et enfin l'interférence destructive des chemins ne menant pas une solution satisfaisante grâce au moins qu'on peut introduire dans la définition des qubits. C'est ce qui permet de faire des interférences destructives de chemins inutiles. Mais ces réalisations devant de plus prendre en compte le fait que le quantique est d'une manière intrinsèque probabiliste, donc il est nécessaire de répéter les calculs et éventuellement un grand nombre de fois si on veut s'approcher de la solution exacte. Et deuxièmement, chose encore beaucoup plus importante, c'est la correction des erreurs dues aux instabilités du quantique. Ceci nécessite d'ajouter de nombreux qubits. Par exemple, dans le cas de l'algorithme de Shor pour factoriser un nombre entier, il fallait ajouter 1000 qubits au circuit supposé sans erreur dans l'algorithme de Shor. C'est aujourd'hui l'un des domaines très actifs de l'informatique quantique. Certains prétendent corriger ces erreurs en multipliant seulement, entre guillemets, par 30 le nombre de qubits du circuit supposé sans erreur. Tout ceci afin de réaliser un circuit quantique similaire à un circuit logique. Voici le schéma d'un circuit quantique. Donc vous rentrez, ça c'est l'équivalent d'un schéma d'un calcul fait sur un ordinateur classique. Cette fois-ci, ce sont des qubits. Après, au lieu d'avoir des portes logiques, vous avez des portes quantiques. Et lorsque vous mesurez, vous perdez l'état des qubits et vous obtenez dans des registres classiques, donc des bits au sens habituel du terme. En espérant n'avoir pas dit trop de bêtises, car je n'ai découvert le quantique que pour préparer cet exposé, maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à construire un ordinateur quantique, ce dont va nous parler Michel Robert. Alors, dans cette dernière partie, je vais vous présenter un état de l'art sur donc, les technologies pour construire les ordinateurs quantiques comparées aux supercalculateurs actuels. Donc, à gauche, un supercalculateur qui marche aujourd'hui à température ambiante, et on peut se permettre beaucoup d'imprécisions. À droite, un ordinateur quantique où on s'aperçoit que ça devient un peu plus compliqué avec un cryostat, parce que tout ce qu'on a présenté jusqu'à présent, c'est de la physique de très haut niveau, et ces principes marchent pour les supraconducteurs à des températures proches du 0 degré, du zéro absolu, donc proche de moins 273 degrés. Alors, pour faire une pause très courte sur une diapo, on se pose la question de calculateur simple, sobre et durable. Donc, quelles sont les meilleures technologies ? Eh bien, revenons aux fondamentaux et parlons énergie en particulier. Donc, eh bien déjà, nos cerveaux, c'est des puissants de l'ordre d'une vingtaine de watts, permettent de faire du calcul mental. Les algorithmes, on l'a évoqué, c'est préparer un calcul pour aller vers un résultat et donc une mesure. Et à droite, j'ai mis un ordinateur particulier, c'est le boulier chinois, donc 0 watts, durable sur plusieurs siècles. Et une particularité très intéressante, c'est que en fait, le couplage entre le cerveau et la main permet de faire des calculs simples beaucoup plus rapidement qu'en, je dirais, même en utilisant une calculatrice. Donc c'est quand même des exemples à méditer, notamment sur la puissance et sur la question de l'apprentissage, notamment dans les écoles, pour apprendre donc le calcul.
Donc ça, évidemment, c'est pour illustrer, et on a une petite ampoule, pour mémoire, une ampoule aujourd'hui, grâce d'ailleurs au quantique, aux ampoules LED, on arrive à s'éclairer avec 4 watts. Alors si on regarde maintenant les défis du calcul intensif, eh bien l'électronique a amené donc, il y a eu les relais et puis les tubes électroniques, et donc après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, le premier ordinateur, l'ENIAC, donc permettait de faire 5000 additions en 1 seconde avec 150 kilowatts. Avec beaucoup de pannes, les tubes tombaient très souvent en panne, donc il fallait prévoir des algorithmes pour la tolérance aux pannes. Mais ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est de faire une extrapolation ramenée à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait faire 1 milliard d'opérations par seconde. Donc si on avait utilisé ces technologies de 1946, il nous faudrait une puissance de l'ordre de 30 milliards de gigawatts, c'est-à-dire 30 milliards de centrales nucléaires, pour montrer qu'il a fallu des sauts technologiques pour en arriver à un état de l'art, qui est celui donc qui a suivi naturellement, avec l'invention du transistor, puis du circuit intégré, dont le circuit intégré à droite, d'ailleurs, à droite, donc vous avez le transistor, ce qu'on appelle le canal, cette distance qui était de plusieurs microns au départ, aujourd'hui, elle est de 2 nanomètres, donc 2 nanomètres, c'est 0 avec 9 zéros derrière, enfin il y a un 2. On arrive donc à des échelles qui sont de toute façon les échelles du monde quantique, mais on arrive aujourd'hui à faire des circuits intégrés qui intègrent plus de 100 milliards de transistors sur du silicium pour arriver à des ordinateurs comme celui-ci qui est installé à Montpellier, à Dastra, qui est une copie évidemment pas aussi importante que l'ordinateur El Capitan, qui est le numéro 1 mondial actuellement, mais qui a la même technologie, qui arrive donc à faire donc ce qu'on appelle des exaflops, je ne rentre pas dans le détail, des opérations, donc 2 milliards d'opérations pour une puissance de 30 mégawatts. Donc on s'aperçoit que ça commence à devenir quand même assez sérieux en termes de consommation d'énergie. Et donc tout ça, c'est évidemment au départ l'histoire de la physique, mais rapidement de l'électronique et puis des mathématiques, de l'informatique. Ça a duré 6 décennies et ça nous amène aujourd'hui au monde des data centers, très sollicités actuellement, notamment pour générer des langages, des IA, de l'intelligence artificielle, génériques. On s'aperçoit ici qu'un ordinateur s'est refroidi par eau tiède, mais voilà, ce sont des technologies bien maîtrisées. Alors, évidemment, si on passe maintenant au monde quantique, les principes qui ont été exprimés par mes 2 collègues, donc, c'est de ramener des calculs, non pas au niveau des transistors, mais au niveau des atomes, des électrons, des ions, des photons, du spin, c'est-à-dire de l'orientation des électrons, des matériaux comme les supraconducteurs, des nanotubes, voilà, des termes assez exotiques, mais qui sont des vecteurs potentiels pour faire du calcul quantique et permettre donc de générer ces qubits et chaque fois donc d'exploiter l'intrication de ces qubits. Donc les applications majeures sont le calcul quantique, l'objet de cette conférence, mais à côté de ça, il y a plein d'autres applications stratégiques comme les capteurs ou les communications quantiques. Alors l'ordinateur quantique, on l'a présenté donc pour la 3e fois. L'objectif, c'est de travailler sur la superposition d'états, donc, et ensuite l'intrication des qubits qui permettent de manipuler toutes les combinaisons de calcul simultanément, donc explorer un labyrinthe de manière instantanée plutôt que de faire toutes les combinaisons. On peut trouver plein d'exemples. Alors, ce qu'on appelle l'avantage quantique, c'est des applications qui pourront être traitées, qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui, et qui pourront être traitées avec l'ordinateur quantique. Donc, ce qu'on attend, c'est notamment ce qu'on appelle la simulation de la nature, c'est-à-dire des interactions moléculaires, la chimie quantique, donc ces réactions moléculaires, donc assembler plusieurs molécules, et on a vu tout à l'heure la complexité, 1, 2, et puis ça devient impossible à calculer. Et bien, tout ça pour de nouveaux médicaments, des matériaux innovants, des batteries, etc., etc.
Le deuxième type d'application, il y a beaucoup de problèmes de systèmes complexes d'optimisation. Donc, eh bien, ce sont des problèmes de logistique massifs, gestion de trafic, réseau électrique, jusqu'à des algorithmes pour la finance. Hein. Donc, on peut trouver beaucoup d'applications. L'IA, c'est-à-dire accélérer l'apprentissage automatique. Et enfin, ce qui a été un vecteur de développement très fort, c'est tout ce qui est cryptographie, donc ça a déjà été expliqué, puisque la capacité à factoriser des grands nombres pour briser les systèmes de sécurité actuels, donc crée des craintes qui ont amené aujourd'hui déjà à élaborer des algorithmes qu'on appelle post-quantiques, c'est-à-dire qui sont déjà prêts le jour où les machines quantiques marcheront. Donc pour montrer que c'est toujours une fuite en avant par rapport à toute cette complexité. Alors, il y a quand même des freins. Et ces freins, ce sont les obstacles. Et c'est important de les illustrer avant de voir les réalisations. C'est le nombre de qubits, l'interconnexion avec le monde réel, la cohérence, l'énergie. Donc ce sont des points qu'on a évoqués, mais là j'en fais la synthèse. Donc la décohérence, parce que les bits perdent leur état quantique très rapidement. Et donc, c'est de l'acoustique, des ondes, de la chaleur, vibration. Donc il faut vraiment isoler ces calculs dans des enceintes. La correction d'erreurs, donc on définit le concept de qubit logique par rapport au qubit physique. La différence, c'est qu'il y a tellement de pannes potentielles ou d'erreurs qu'on va considérer que pour faire un qubit logique au sens robuste, eh bien, il va falloir 100 à 1000 et parfois plus qubits physiques, donc ça complexifie encore plus, d'où la question du passage à l'échelle pour augmenter donc le nombre de qubits tout en réduisant le taux d'erreur. Ensuite, il y a des coûts pour ces infrastructures qui sont donc notamment des questions particulières pour le refroidissement, dans certains cas, avec des cryostats qui sont assez imposants. Et bien sûr, donc c'est toute la nuance, puisque je vais conclure cet exposé, on est aujourd'hui à l'heure des prototypes, on n'en est pas à l'heure de l'industrialisation massive. Donc il y a quand même un certain nombre de questions qui restent ouvertes à ce jour. Alors balayons rapidement les candidats potentiels. Dans le canal historique est clairement celui des supraconducteurs. Dans les supraconducteurs, ce sont des matériaux qui n'ont pas de... quand on se rapproche du zéro Kelvin, donc du zéro absolu au niveau température, eh bien, il n'y a pas de résistance. Et ça permet de faire déjà beaucoup d'innovations. Je pense par exemple aux mesures de courant électrique dans le cerveau, dans le secteur médical. Mais il y a évidemment d'autres applications. Et IBM a été un pionnier sur ce sujet, donc en élaborant donc des puces supraconductrices, donc qui consistent à avoir donc des métaux supraconducteurs séparés par une barrière isolante extrêmement fine. Alors là, ça se complique et je ne vais pas rentrer dans le détail. Je crois que vous avez eu assez de physique ce soir. Si on prend en compte trois phénomènes physiques importants qui sont connectés, qui ont conduit d'ailleurs à 3 prix Nobel, la jonction Josephson, les paires de Cooper, donc des paires d'électrons, l'effet tunnel, pour créer un atome artificiel que l'on peut manipuler avec des micro-ondes, eh bien, on arrive à ce type de technologie qui est là, donc ça c'est IBM. Ce sont des gros cryostats dont l'objectif est d'arriver donc successivement à se rapprocher de ce 0 degré Kelvin, voilà, en isolant l'ensemble et avec toute une tuyauterie qui consiste donc à amener des ondes, donc des oscillations, qui vont permettre donc de simuler ces qubits. Donc il y a eu beaucoup d'investissements de la part d'IBM. Les résultats à ce jour, c'est qu'ils arrivent donc à faire 1121 qubits physiques, ce qui est énorme par rapport à ce qui a annoncé il y a quelques années. On parlait de quelques qubits. Mais derrière, on a Google, Microsoft et d'autres sociétés. Donc, on voit bien que ce sont des sociétés du monde numérique, ce qu'on appelle les GAFAM, qui mettent énormément de moyens là-dessus. Et vous voyez d'ailleurs qu'une puce supraconducteur, ça tient dans la main. Donc, c'est des objets macroscopiques, une fois réalisés. Mais les conditions d'utilisation sont extrêmement difficiles. Et donc, il y a beaucoup d'attentes sur les codes correcteurs d'erreurs. Donc, il y a des progrès significatifs récents sur le refroidissement et sur le passage à l'échelle. Et une première start-up française, donc Alice et Bob, qui est très intéressante parce qu'eux sont très récents et ils ont mené pas mal d'innovations, notamment sur des qubits de chat, donc chat au sens de chat de Schrödinger, qui sont des qubits
autocorrecteurs, c'est-à-dire l'objectif, c'est de diminuer le nombre de fautes, et leurs résultats sont assez encourageants. Autre technologie, le spin électronique, dont le spin, c'est l'orientation des électrons, comme des toupies aimantées. Le principe, c'est d'utiliser ce spin pour faire des qubits. L'avantage, c'est que la fabrication se rapproche des techniques de fabrication de la microélectronique, donc du silicium. Donc des technologies absolument maîtrisées depuis 60 ans. Et là, on a 2 startups françaises, C12, donc, qui piègent des électrons dans des nanotubes de carbone, qui sont des boucliers extrêmement efficaces. Et COBE, donc là, on va trouver derrière le CEA, ST Microelectronics, donc on est dans la région grenobloise, donc qui arrive aussi donc à faire donc l'orientation des spins, cette fois au niveau transistor. On a une autre technologie qui sont les ondes piégées. Donc les principes, c'est les atomes qu'on a arrachés. On arrache des électrons qui sont ainsi suspendus dans le vide. Donc ces ions, ils sont confinés, manipulés par des champs, des lasers. Et les états énergétiques de chaque ion donc, servent à créer des qubits. Et tout ça avec des lasers, donc des technologies vraiment bien maîtrisées. Donc ça, ce sont des technologies, donc je cite la société IonQ. Et par contre, je vais m'intéresser à 2 technologies développées en France. Donc là, on est vraiment leader dans ce domaine, et donc c'est très encourageant. C'est la manipulation de particules des atomes avec de la lumière. Donc je commente les photos d'abord. Ça, c'est le labo. Donc c'est des tables d'optique, des lasers, du vide. Et donc, évidemment, on manipule des lasers, on a des lunettes. Ça, c'est l'objet de labo. Ça, c'est l'objet un peu plus intégré, encore plus intégré. Et à la fin, on a une machine de 100 qubits qui est de la même forme extérieure que des racks qu'on trouve dans les centres de calcul. Donc, ce sont des technologies optiques, mécaniques, électroniques qui vont permettre de contrôler chaque atome à l'aide de pinces optiques. Donc, ce qu'on appelle une pince optique, en fait, c'est des lasers qui vont refroidir les atomes. Donc ça, c'est le prix Nobel de Cohen-Tanuji. Et on n'a pas besoin d'avoir des environnements de cryogénie. Donc ça veut dire que tout ça fonctionne à température ambiante. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et avec ça, donc, ces qubits, ils sont bien sûr au niveau atome, donc beaucoup plus petits que les supraconducteurs que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc ça, c'est une initiative qui est donc sur le plateau de Saclay en France, les laboratoires et la start-up Pascal qui a été créée. Et une autre start-up, toujours sur le plateau de Saclay, donc là c'est une avancée très forte en France. Donc l'idée c'est de manipuler les photons avec de la lumière. Donc à l'image d'un tableau de Seurat où on peint pixel par pixel, donc touche par touche. Eh bien là, il faut savoir qu'il y a eu des progrès assez récents, au début de ce siècle, sur donc des sources de lumière capables d'émettre des photons un par un. Donc ça, ces sources, il y a plusieurs approches, mais enfin l'approche développée à Saclay a conduit à créer une société, Candela, donc on vient du domaine de la recherche. Ce sont les chercheurs qui créent cette start-up, qui commercialisent ces sources dans le monde entier, puisqu'ils ont une longueur d'avance. Et à partir de là, ils se sont dit, tiens, on pourrait en faire un ordinateur, donc à nouveau des tables optiques, qu'on va intégrer dans des racks, et pour obtenir ce type de machine, toujours à température ambiante. Vous voyez, donc l'objet, c'est le photon, et c'est extrêmement prometteur, puisqu'on commence à trouver des premiers prototypes commercialisés. Alors la tendance actuelle, c'est que l'ordinateur quantique, on en est au niveau des prototypes. Ces prototypes, eh bien, on les hybride avec les supercalculateurs actuels. Donc, on va parler de CPU, GPU. C'est ce qu'on a dans les centres de calcul. Là, on parle de QPU au sens... donc, c'est un jeu de mots, Quantum Processor Unit. Donc, ces ordinateurs quantiques actuels, ils ne peuvent pas remplacer les supercalculateurs sur beaucoup d'applications. Ça, c'est clair. Par contre, l'hybridation entre la HPC et le quantique, c'est actuellement la voie privilégiée un peu partout pour répondre à des défis, mais aussi gérer au mieux les communications entre ces deux mondes, dont le monde quantique et le monde numérique classique.
Et c'est pour ça que, vous l'avez vu tout à l'heure, on trouve beaucoup d'émulateurs quantiques, donc qui permettent de simuler sur des ordinateurs classiques des algorithmes quantiques pour être prêts quand ces ordinateurs passeront donc à l'échelle commerciale. Alors on en est où en termes d'investissement massif, donc nos impôts? La France a investi autour de 2 milliards d'euros, ce qui est très très faible par rapport à d'autres pays, et pourtant on peut se classer à la 3e place au niveau mondial, derrière les États-Unis et la Chine, y compris les GAFAM, parce qu'il y a un niveau de recherche qui est exceptionnel, au niveau physique notamment, et la preuve, c'est qu'actuellement, il y a 5 startups que j'ai évoquées rapidement, donc qui sont là, et ces startups ont toutes des technologies différentes. On est dans la collaboration, bien sûr, et la compétition, et personne ne sait dire aujourd'hui quelle sera la technologie qui dominera ou qui fera le vecteur du quantique. Il ne faut pas croire que les ordinateurs d'aujourd'hui se sont faits un jour. Rapidement, la technologie actuelle, CMOS, s'est imposée, mais au départ, il y avait d'autres alternatives. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Bien sûr, les enjeux, c'est de commencer à former les talents, donc, je veux dire, dès l'université, à apprendre à raisonner, comme l'a fait Michel Chen, sur des algorithmes quantiques. Et d'un point de vue concret, alors là, on est vraiment en temps réel. Depuis le début de cette année, donc 2 machines quantiques, donc développées en France, sont installées au CEA, au Grand Centre de Calcul, donc c'est l'équivalent du CINES, mais géré par le CEA. Donc Lucide, Candela, qui permet de faire du calcul sur 12 qubits physiques, et donc la machine Ruby de Pascal, atome froid manipulé par laser, 100 qubits physiques. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en 2026, on est vraiment proche d'une réalité industrielle, puisque ces prototypes sont actuellement évidemment ouverts aux communautés qui peuvent tester non pas sur des émulateurs, mais directement sur ces machines, leurs algorithmes. Alors évidemment, il y a d'autres enjeux, les capteurs, les radars indétectables, les systèmes de navigation. Vous voyez bien qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux dans le secteur de la défense, le secteur de la santé, etc., etc. Alors il est temps de conclure et de répondre à la question qu'on a habituellement, c'est pour quand? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'aurait pas dit la même chose, je crois, il y a encore 5 ans. La question n'est plus de savoir si les ordinateurs quantiques existeront, mais quand les différentes technologies aboutiront. Est-ce que ce sera une des technologies que j'ai présentées? Est-ce que ce seront des mix, des mélanges de ces technologies? Voilà. Par contre, il faudra que la commercialisation passe par des performances. Donc, sous-entendu, prouver les avantages quantiques. Je vous ai montré les besoins, mais aujourd'hui, on n'a pas montré l'avantage quantique sur des exemples vraiment réels. La fiabilité, donc sous-entendu la robustesse par rapport à ces problèmes de décohérence. La communication avec le monde réel, donc les écosystèmes numériques existants. On ne va pas remplacer Internet, on ne va pas remplacer ce qui existe. Et bien sûr, adapter à des cas d'usage représentatifs des diverses communautés scientifiques. On l'a vu pour les atomes, ça veut dire que pour une question donnée, on va figer les atomes, et quand le système est prêt, on va faire les calculs de manière très rapide. Je vous ramène au boulier chinois, quand vous lancez le calcul, je veux dire, on ne va pas compter le temps de calcul, une horloge comme le supercalculateur. Non, on a prépositionné. Évidemment, tout ça nécessite des mises au point. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup d'incertitudes encore, donc il ne faut pas se voiler la face. On n'a aucun lien d'intérêt avec les compagnies qui ont été présentées, mais par contre, il faut reconnaître que les synergies actuelles et la place de la France est quand même très intéressante sur ces collaborations entre physiciens, mathématiciens, informaticiens, nanoélectroniciens. Sur les supraconducteurs, par exemple, ce sont des micro-ondes. Voilà, il y a beaucoup de travail. Et moi, j'étais très surpris, puisque pareil, cette analyse, je l'ai fait assez récemment pour mesurer l'état de l'art, c'est de voir le nombre de jeunes docteurs, de jeunes ingénieurs qui s'engagent dans ces domaines. Et ça, c'est extrêmement encourageant pour la suite. Voilà, donc je conclus l'exposé et je vous remercie pour votre attention.